Bonjour et bienvenue dans l'épisode 148 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Si vous ne savez pas qui je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourelucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et un impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à tous. Avez-vous choisi, le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intriguant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi. Une chose avant de vous présenter l'invité de cet épisode. Si vous trouvez ce podcast utile et réjouissant, aidez-moi à lui faire atteindre un nombre grandissant d'oreilles en parlant aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer autour de vous. Tous les épisodes d'Avez-vous choisi sont disponibles sur mon site, sur toutes les plateformes de podcast ou encore sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi. Un grand merci pour votre précieux soutien qui permet à Avez-vous choisi de continuer à grandir et à s'améliorer. Ceci étant dit, place à ma conversation avec Nicolas Cruau, le président et cofondateur de Néolith. Alors Néolith, c'est une jeune start-up industrielle ligérienne qui développe un procédé innovant, le procédé de la fossilisation des déchets non recyclables. C'est un procédé qui transforme et valorise ces déchets non recyclables en granulats pour la construction. Cette solution concrète de traitement des déchets propose une alternative écologiquement et économiquement viable à l'enfouissement et à l'incinération des déchets. En 2019, Nicolas Cruau est encore étudiant à Polytechnique et il s'associe avec son père, William Cruau, qui est tailleur de pierre de métier, et avec Clément Benassi, un autre étudiant ingénieur d'AgroParisTech, pour lancer l'aventure de Néolith. Et alors la première fois que moi j'ai entendu Nicolas Cruau parler de Néolith lors d'une rencontre d'entrepreneurs, j'ai été emballée à la fois par l'audace, l'ambition et le pragmatisme de ce projet et par la manière dont cette équipe dirigeante choisit de tracer sa voie à la fois à travers sa solution et dans sa façon de connecter des univers qui sont souvent perçus ou présentés comme opposés. Écologie et réindustrialisation, emploi durable et innovation technologique, préservation de l'environnement et croissance, ou encore l'univers de la start-up et le mode de vie ligérien. Je suis vraiment ravie de mettre en lumière cette entreprise ligérienne qui grandit vite et porte haut un projet enthousiasmant. Nicolas et moi avons enregistré cette conversation à la rentrée 2022, dans la foulée d'un été caniculaire, dans un contexte géopolitique et environnemental exigeant la sobriété énergétique et des changements radicaux dans nos manières d'utiliser les ressources disponibles et d'impacter notre planète. Au cours de cette conversation, Nicolas et moi parlons entre autres de la genèse du projet et de déclic pour passer de l'idée à la concrétisation, de ces rencontres et de ces moments qui changent tout, de l'intérêt de voir grand tout en gardant les pieds sur terre, d'innovation, de levée de fonds, de forte croissance et de points d'attention pour ne pas exploser en plein vol, des petits et des grands choix qui jalonnent et façonnent la grande aventure d'entreprendre, ou encore de ce qui nous fait nous lever le matin et de notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice. Bonne écoute! Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Merci de m'accueillir dans les locaux de Néolith. Avec plaisir. Je crois qu'il y a des projets de développement et d'agrandissement qui sont dans les cartons. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Avant d'entamer nos échanges autour de Néolith et de la question du choix, est-ce que tu peux déjà nous parler en quelques mots de Néolith? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez? Néolith, c'est une société qu'on a créée il y a 3 ans avec mon père et Clément, notre troisième associé. Aujourd'hui, c'est une société d'à peu près 70 salariés
qui s'est donné comme mission d'arrêter l'enfouissement et l'incinération des déchets non recyclables, donc des poubelles ménagères, mais aussi des déchets des industriels. Il faut voir qu'on a à peu près 40 millions de tonnes de déchets non recyclables qui sont enfouis ou incinérés chaque année en France. Et ça émet énormément d'émissions de CO2 et tout un tas de nuisances et de pollution. Et donc chez Neolith, on a développé un procédé qu'on a appelé la fossilisation des déchets, qui permet de transformer ces poubelles non recyclables en des cailloux, donc des granulats minéraux, qui sont ensuite réutilisables dans la construction pour faire des routes, pour faire du béton, au même titre que des cailloux issus des carrières naturelles. Donc l'intérêt n'est pas spécialement de faire du caillou, mais surtout d'arrêter d'enfouir et d'incinérer. Donc c'est une nouvelle façon de traiter le déchet, qui est économiquement viable et environnementalement bien meilleure que ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui est née en 2019. Quel est le choix en fait qui a été fait au départ de se dire on y va, on se lance? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui parle de la genèse finalement de Neolith? Pour expliquer un peu le début, l'idée initiale c'est mon père qui l'a eu, moi qui est aujourd'hui mon associé. Mon père il est tailleur de pierre, et donc on est tailleur de pierre en Anjou, on taille les tuffeaux, donc les calcaires blancs des monuments et des bâtiments en juin. Et finalement, ces calcaires, il s'est rendu compte que c'était des pierres issues de la fossilisation, on va dire, des déchets des dinosaures. Donc vous imaginez le petit poisson ou les algues du Crétacé, ils se sont sédimentés et avec le temps, on a obtenu ce calcaire blanc, donc ce minéral. Et mon père s'est demandé du coup si lui, il pouvait essayer de reproduire ce procédé naturel, mais sur nos déchets, en accélérant le temps, de façon à faire de notre déchet une sorte de calcaire, nouvelle génération. Et donc, le moment où vraiment on s'est dit qu'on est parti, c'est mon père qui m'a proposé cette idée-là. Moi, j'étais en école d'ingénieur, à l'école polytechnique à Paris. J'étais encore étudiant. Et il m'a proposé son idée. Alors, il faut savoir qu'il me propose énormément d'idées tout le temps depuis que je suis petit, et toutes plus ou moins fumeuses. Et celle-là m'avait l'air quand même assez intéressante. Intéressante parce que je sais qu'il racontait pas totalement n'importe quoi, parce qu'il avait quand même une expertise dans le milieu des matériaux. Et en plus parce que, en termes d'impact environnemental, si ça marchait, ça pouvait être très fort. Et donc, en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ça vaut le coup de prendre le risque parce que l'impact, au final, il est tellement fort que ce serait con de, même s'il n'y a que 10% de chances que ça marche, ce serait con de pas tenter le coup. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action concrètement? Parce que comme tu disais, il y a plein d'idées. À quel moment tu te dis, alors j'entends que tu te dis, il y a vraiment, à la fois c'est issu de l'observation du vivant, c'est issu d'une réalité, et aussi d'une expérience, celle de ton père. Toi, tu vois que techniquement, il y a peut-être des pistes, tu vois qu'il y a un potentiel, surtout en termes d'impact positif, dans un contexte environnemental et écologique qui est quand même singulier à notre époque. Mais à quel moment tu te dis, on y va, c'est parti? Il y a toujours cette marche à monter quand même. En fait, on a profité de l'occasion d'un événement qui se tenait à l'école polytechnique, qui s'appelle un Startup Weekend. Okay. Qui est, en fait, le format, c'est un week-end. Au cours duquel, donc à thème, là le thème ça devait être l'économie circulaire, un truc comme ça. Et du coup, tout le monde vient, chacun peut venir avec des idées de start-up. Et pendant ce week-end-là, on le travaille, on se met en groupe, on le travaille à fond, avec des mentors, des coachs et tout ça. Et à la fin, en gros, on présente ça devant un jury, et le jury, il dit ce qu'il en pense. Et donc, on s'est dit, c'est le bon moment en fait. Si on doit faire le crash test de l'idée, c'est maintenant, parce qu'il y aura plein de gens compétents pour nous aiguiller, et s'il s'avère que l'idée est nulle et que c'est pas possible, on le saura à la fin du week-end. Au moins, sur un week-end, on condense on va dire, c'est un peu la phase de faisabilité du truc. Okay. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire ça, donc on y a été, et en plus, c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a rencontré mon troisième associé, Clément, qui participait également au Startup Weekend. Qui était aussi à Polytechnique du coup? Non, lui, en fait, c'était entre deux écoles d'ingénieurs, donc l'école Polytechnique et AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs en environnement. Oui. Donc lui, il vient de cette formation-là. Donc moi, je le connaissais pas du tout. Et donc juste, on s'est retrouvés autour du projet. Donc je pense que ce genre d'événement, c'est des bons moyens de lancer la machine. C'est des leviers, des activateurs en fait. Ouais, c'est ça. C'est une bonne occasion de le faire. On se dit que
ça donne un délai fini, ça donne un temps fini pour bosser le truc et puis pour décider si après on se lance ou pas. Puis ça permet aussi de rencontrer des gens, ce qui est souvent le problème quand on veut lancer un projet, c'est on se dit ben d'accord, mais je voudrais pas le faire tout seul, sauf que pour trouver un associé, c'est pas le plus simple, quoi. Donc ce que je trouve assez génial, c'est que sur 2 jours, en gros, non seulement vous avez validé la faisabilité du projet, puisque l'histoire nous montre que ça a avancé depuis, et puis en plus, vous trouvez votre associé en la personne de Clément Benassi, c'est ça? C'est ça. Donc 2 jours, plutôt en termes de retour sur investissement, on est pas mal quand même. Ah ouais, c'était plutôt efficace. Et ce genre d'événement, pour le coup, pour ceux qui veulent faire un peu d'entrepreneuriat, il y en a assez souvent, un peu partout. Donc pour moi, c'est c'est une bonne façon de se lancer. Ok. Et alors, avant d'entrer dans le cœur du procédé que vous avez développé, justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête si on parle aussi de la question du choix. Il y a ce choix aussi avec qui on s'associe, avec qui on travaille. Et là, donc, en fait, à ce moment du projet, tout est nouveau. À la fois l'idée, vous n'avez pas forcément de visibilité sur comment vous y allez. Il y a cette rencontre, ton père qui apporte l'idée aussi. Comment et à quelle vitesse naît finalement l'idée de se lancer tous les 3, ton père, Clément et toi? Alors, déjà avec mon père, il y avait la première réflexion de se dire de s'associer ensemble. Alors, ça a été un peu un non-choix parce que moi, j'étais assez persuadé que ça poserait pas de souci de bosser avec mon père. Même si dans la famille, on a eu des problématiques de gens qui ont travaillé ensemble en famille et que ça s'est très mal passé. Donc, mais moi, je connaissais bien mon père, je connaissais bien ses qualités, ses défauts et lui, pareil. Et on sait qu'on est très complémentaires sur pas mal de choses, qu'on n'aime pas faire les mêmes choses. Et je pense que c'est déjà un point principal, c'est de pas se marcher dessus quand on s'associe avec quelqu'un. Et donc, je me suis dit qu'il n'y allait pas avoir de relations conflictuelles. Surtout que mon père m'a toujours laissé assez libre de faire ce que je veux. Ça n'a jamais été une relation ultra hiérarchique. Donc, je me suis pas dit, si on s'associe, ce sera lui forcément le chef. Et tout ça. Donc ça, cette première partie-là s'est fait assez naturellement. La deuxième, en fait, avec Clément, c'est drôle parce qu'on a su à peu près que Clément c'était le bon associé pour nous au moment où il est rentré dans notre salle pour venir nous aider. Parce que, en gros, pour l'anecdote, donc j'étais aussi avec mon frère ce jour-là, il était venu nous aider. Et donc on était là en train d'imaginer le procédé à l'oral, comme ça, tu devrais faire comme ça, non, plutôt comme ça, machin. Et là, il y a Clément qui arrive, il nous écoute 3 minutes et il fait non mais arrêtez les gars, c'est pas possible, on va faire un tableau. Et là, on était là, putain, le génie, quoi. Il a eu l'idée de poser ça sur le papier, quoi. Et ça nous a semblé, alors c'est très con, mais ça nous a semblé assez clair que c'était la partie manquante de ce qu'on n'était pas, qui était la partie organisationnelle, la partie, le gars... Structuration. Structuré, quoi. Et donc c'était un très bon indice déjà pour que ça soit notre 3e associé. Et en plus de ça, il a réussi à survivre à ce week-end assez intense dans une salle de 4 mètres carrés avec mon frère, mon père et moi, où il y a un niveau d'intensité assez fort dans la façon de parler et tout ça. Donc à la fin du week-end, on savait qu'il était adapté pour rejoindre le groupe. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait ce week-end, c'était un échantillon finalement très concentré de ce que pouvait être à la fois le projet, mais aussi les relations à l'échelle de la famille et éventuellement avec un nouveau partenaire de l'extérieur qui a réussi du coup à trouver sa place. C'est ce que j'entends aussi dans une dynamique qui au départ est familiale, quoi. C'est ça, ouais. Donc, ok. Et ce choix de travailler ensemble, est-ce que vous avez voulu structurer ou vous vous êtes dit on croit à ce qu'on a vu, à cette expérience de ce week-end-là et à ce qu'on a senti de notre complémentarité ou de nos complémentarités, ou est-ce que vous avez ressenti le besoin de structurer tout ça dans un peu les règles, notre contrat relationnel qu'on passe ensemble ou le pacte d'associés qu'on va définir? C'est ce qu'on a fait. En gros, il ne faut pas s'arrêter, je pense, à la pression. À la fin du week-end, et on en a reparlé quelques semaines après, l'idée c'était de reposer exactement les rôles entre nous, ce qu'on saurait faire. Donc la division des rôles, moi je suis président, donc je suis plutôt sur toutes les parties externes, commerciales, investisseurs, représentation, tout ça.
Clément, lui, c'est plutôt sur la partie organisation interne, donc direction générale. Et mon père, plutôt à la base sur la partie technique et maintenant sur la partie surtout opérationnelle. Donc, ce qui est un peu nos bassins de compétences à chacun. Et au début, je pense qu'il y a eu aussi il y a un petit moment de calage pour savoir qui faisait quoi, notamment entre Clément et moi. Mais ça s'est calé assez rapidement. Et après, il fallait formaliser tout ça avec un pacte d'associés, de façon aussi à ce que toutes les questions de prise de capital, enfin du nombre de parts dans le capital, un peu tout comme, enfin il faut pas laisser traîner ça parce que les gens sinon se font chacun leur idée et plus on avance dans le projet, plus ça devient compliqué de remettre à plat. Oui. Donc vaut mieux profiter d'être ou de pas avoir fait grand chose pour définir tout ça proprement et qu'il n'y ait pas des crispations qui s'entraînent à partir de ça. Pas attendre que les situations problématiques surgissent, mais plutôt définir à froid un fonctionnement et des règles pour pouvoir s'y attacher quand des situations surgissent. Quoi. Et surtout la répartition du capital qui est quand même quelque chose d'assez fondamental et qui est toujours un peu source de crispation si c'est pas évident. Donc, je pense que ça doit être défini très tôt. Il ne faut pas hésiter à en parler. C'est toujours un peu tabou parce que c'est un peu comme le pognon, quoi. Mais si on n'en parle pas vite, ça pourrit tout le système. Ok. Et parlant de choix qui sont essentiels aussi au démarrage, il y a le choix du nom. Donc Néolith, aujourd'hui, ça semble assez évident quand on connaît la solution développée. Est-ce que ça a été un choix là aussi assez évident, trouvé dans le week-end? Alors non, dans le week-end, on s'était appelé Anthropocyte. Anthropocyte, ça veut dire minéral de l'ère anthropocène. L'anthropocène, c'est l'ère géologique où l'homme commence à avoir un impact, donc les déchets, le CO2, tout ça, donc tout ce qui est grosso modo post-industriel. Et donc mon père tenait à ce qu'on ait un nom comme ça pour nous raccrocher à un minéral. Pas nous raccrocher à l'image du déchet qui est très négative par défaut, mais l'image du minéral qui est plutôt noble. Voilà, les maisons en pierre, tout ça, ça fait toujours un peu cossu. Donc c'était ça l'idée au départ. Sauf que Anthropocyte, il s'avère que c'est un nom imbuvable pour la grande majorité des gens. Ils savent pas l'écrire, ils savent pas le dire, c'est l'enfer. Donc ce qui a été décidé, c'est de garder ce nom Anthropocyte pour le matériau qu'on produit, le caillou. Granulat. Le granulat, c'est son nom, on va dire, c'est genre son nom scientifique, l'Anthropocyte. Et derrière, trouver un nom un peu plus lisse pour le commun des mortels, on va dire. Et Néolith, ça nous a semblé bien, mais on a mis quelques mois avant de le trouver. On s'est appelé Anthropocyte pendant quelques temps, avant de se rendre compte que c'était une connerie. Ok, donc c'est intéressant de voir comment un nom qui, une fois qu'il est là, semble tout à fait cohérent, logique, naturel, et que ça a fait des références, justement, nouvelle pierre, en fait, pour quelqu'un qui, justement, n'est pas très au fait de différentes étapes de la présence de l'homme sur Terre, mais et qu'en fait, c'est le résultat d'un long processus de réflexion, de confrontation aussi aux réactions de l'entourage et de l'extérieur, qui n'est pas dans le cœur du sujet. Sur ce genre de trucs qui sont purement de la communication, je pense qu'il faut entendre ce qu'on nous dit de l'extérieur. Il ne faut pas juste rester dans son idée initiale parce que à la fin, c'est pas important. Même un nom qu'on n'aime pas, finalement, en l'entendant assez souvent, on arrive à l'assimiler. Donc, je pense que ça coûte pas cher de se recaler là-dessus avec la réalité de ce qu'on nous dit. Alors, on enregistre cette conversation à la rentrée 2022, après un été caniculaire, dans un contexte où je crois que et les individus et les entreprises comprennent que désormais il y a une réelle urgence à changer nos habitudes, mais au-delà de nos habitudes, notre manière d'impacter la planète. Donc du coup, le cœur même de Néolith prend encore plus de sens. Comment est-ce que vous avez pris en compte ces enjeux écologiques, environnementaux, énergétiques, et notamment l'enjeu de la décarbonation, par exemple, dans la réflexion autour du procédé lui-même que vous avez créé? Alors, il y a deux écoles chez nous. Il y a l'école de mon père qui est, lui, à la base, le procédé et le projet, il l'a vu comme un moyen de faire un nouveau minéral. Parce que c'est le minéral qui l'intéresse. Et donc, lui, les problématiques CO2, grosso modo, c'est pas qu'il s'en foutait, mais c'est que c'était pas dans ses objectifs, quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir faire du caillou et faire un caillou qui est, voilà, c'était ça qu'il aimait bien.
Maintenant, il est beaucoup plus au sujet du CO2, il n'y a pas de souci. Par contre, Clément et moi, on était vraiment sur la partie CO2. Et donc, toute la réflexion, la construction du process, ça devait être finalement la meilleure façon de traiter le déchet pour réduire son empreinte environnementale. Et donc, ça implique aussi des choix technologiques. Quand on a le choix entre un élément A qui pollue un peu plus, mais qui pourrait améliorer les propriétés mécaniques, par exemple, du matériau, ou un élément B qui pollue un peu moins, mais qui est un peu moins bon, nous, on est plutôt enclin à aller vers l'élément B, parce que l'idée, c'est de réduire l'empreinte environnementale du process. Donc, c'est vraiment cet objectif-là qu'on avait, et on l'a quantifié assez rapidement. Finalement, l'impact que pourrait avoir Neolith, pour savoir à peu près à quoi s'en tenir. À l'époque, on avait quantifié le fait si on fossilisait tous les déchets français, on pourrait réduire de 5% l'impact carbone français. C'était les calculs initiaux. Là, on a refait les calculs. Il s'avère qu'on serait plutôt autour d'une réduction d'empreinte carbone de la France de 10% à peu près. C'est énorme. Ce qui est quand même assez considérable. Oui. oui. Pour un projet, réduire l'empreinte carbone de la France de 10%, moi, c'est ça qui me fait lever le matin, très clairement. Et donc c'est vraiment cet objectif-là qui permet de piloter la boîte. Et d'une manière assez générale, nous, en tant qu'entrepreneurs, on cherche à développer, alors via Neolith, mais aussi via d'autres projets, une écologie qu'on appelle ça l'écostrialisation. C'est le fait d'industrialiser l'écologie. Et de pas juste être sur les petits gestes du quotidien ou sur le potager au fond du jardin, mais de se dire, il y a des solutions écologiques qui peuvent avoir des très gros impacts positifs pour l'environnement. Et il faut pouvoir les passer à une échelle industrielle, standardisée et répliquée. Et typiquement, s'il y a une solution qui fait moins 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en potentiel, c'est plutôt celle-là qu'on doit pousser, plutôt que la petite solution anecdotique qui fait bien sur le journal de TF1, mais qui, dans les faits, n'aura jamais aucune... Donc nous, on est plutôt sur cette démarche-là, de dire, l'industrie, c'est un outil. Ça a été un outil qui a été utilisé pour, à la base, faire rapporter du confort à tous, créer des biens de consommation pour que tout le monde ait un niveau de confort suffisant. Ensuite, ça a été quand même vachement tourné pour principalement faire du pognon, sans apporter spécialement beaucoup plus de confort. Et aujourd'hui, on considère que ça peut être un outil qui peut permettre la transition environnementale. Donc cet outil-là industriel, on peut se dire que finalement, si on l'applique sur l'environnement, toute cette puissance de l'industrie va pouvoir nous aider à combattre le changement climatique à armes égales finalement avec le problème qui a été causé, parce que c'est un problème industriel à la base. Donc voilà, donc c'est ça notre idée. Et typiquement, je connais une autre entreprise qui est dans ces ordres de grandeur-là. C'est une boîte qui s'appelle Genie Energy. Alors eux, ils sont plutôt dans l'énergie du coup. Ils proposent des sortes de mini-réacteurs nucléaires pour faire de la chaufferie industrielle. En gros, dans une aciérie, normalement, on brûle du charbon, on brûle des hydrocarbures pour faire la chaleur, pour fondre le métal. Et eux, ils disent, cette chaleur, on peut la faire via du nucléaire. Alors le nucléaire, c'est toujours très contesté, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça émet pas de CO2. Et donc eux, ils disent à peu près, leur potentiel environnemental, il est de réduire de à peu près 7% l'empreinte carbone française. Et donc finalement, moi, ce qu'on cherche à faire, au-dessus de Neolith, c'est essayer d'identifier et d'agréger des solutions comme ça, où finalement, si j'ai un catalogue de 20 solutions, peut-être que je peux réduire de 80% l'empreinte carbone française. Et ça permet de diriger les efforts vers ce qui importe le plus pour moi. Oui, donc ça montre bien que l'enjeu de la durabilité et de l'impact de la solution que vous avez imaginé dès le départ, ça a été des enjeux qui ont été pris en compte dans la manière même de déployer votre solution en fait. Je trouve ça vraiment enthousiasmant. Et ce qui me marque dans ce que je connais à ce jour, en tout cas de Neolith, c'est, et je comprends de plus en plus que c'est un choix conscient de vouloir... faire s'interconnecter des réalités ou des mondes qui, a priori, sont jugés comme
antinomiques ou en tout cas qui ne sont pas faits pour s'entendre, l'écologie et la réindustrialisation par exemple. Et je trouve que cette nouvelle voie ou cette manière de tracer votre voie à votre façon, c'est très inspirant et très audacieux. Et donc j'entends que c'est un choix conscient et que ça s'est pas fait un peu au fil de l'eau et puis à un moment donné l'extérieur vous a permis de prendre conscience que vous aviez ça comme modèle. C'est vraiment quelque chose qui a été envisagé dès le départ comme un choix réel, quoi. Ouais, et même finalement dans notre approche du marché, on pourrait se dire les industries en place, c'est eux qui ont fait le problème, notamment dans le déchet, c'est elles qui émettent du CO2 aujourd'hui. Donc nous, on va se positionner contre ça et puis on va avancer avec notre solution à l'encontre du marché. Mais finalement, si on est un peu pragmatique, c'est pas la meilleure solution pour faire adopter la technologie le plus vite. Nous, on s'est positionné aujourd'hui plutôt en tant qu'équipementier qui vient apporter notre solution aux industriels déjà présents. Et pour moi, l'idée, c'est de leur apporter une valeur qu'ils n'auraient pas autrement. Et c'est la meilleure façon. Vaut mieux les convertir eux que d'essayer de construire tout reconstruire nous-mêmes. Si on arrive il y a un réseau d'acteurs qui sont déjà très bien installés, si on arrive à tous les convertir à notre techno, on va se propager beaucoup plus vite et on va surtout déployer du coup la réduction d'empreinte environnementale beaucoup plus vite que si on se disait le monde d'avant c'est de la merde et nous on va construire notre monde à nous. Donc pragmatisme et efficience, on s'insère dans un réseau existant, on s'appuie sur ce qui est là en présence et puis à partir de là on voit comment est-ce que nous on peut s'interconnecter en apportant notre solution. C'est ça. Et l'urgence climatique appelle ce genre de choses. Il ne faut pas juste être dogmatique en disant ces acteurs-là, c'est eux qui ont pourri la planète, du coup on ne veut pas discuter avec eux. Si c'est les meilleurs pour essayer de contrebalancer ce qu'on est en train de faire, il faut aller avec eux. En sachant que dans le secteur parce que c'est le BTP, en tout cas aujourd'hui, la construction qui est le secteur d'activité à partir duquel vous réutilisez les déchets, si j'ai bien compris, principalement. C'est une partie, ouais. L'autre partie, ça reste quand même les collectivités. Et les collectivités, ouais. Ok. Parce que j'ai échangé avec un dirigeant d'une entreprise de BTP il n'y a pas très longtemps qui me disait que depuis quelques années, justement, il y a eu quand même une prise de conscience et qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour recycler, valoriser en fait les déchets qui sont à ce jour recyclables en tout cas, et que ça nécessitait, tout ce qui était le restant, effectivement à ce jour ils ne voyaient pas de solution. Donc je pense qu'il y a un bel espace pour Neolith effectivement, avec cette question qui était la sienne de oui mais quel est l'impact justement d'une solution qui pourrait retraiter des déchets qui aujourd'hui sont non recyclables. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous proposez aussi chez Neolith, c'est dans le procédé, si j'ai bien compris, il y a cette particularité de ne pas chauffer. Oui. Alors, en gros, pour résumer le procédé de fossilisation, c'est 3 grandes étapes. On prend le déchet en mélange, donc ça va être des mix de plastique, de papier, de bois, de carton, de tout ce que vous pouvez imaginer en déchet en mélange. Des chaussures, tout ça. On en voit. Et on va broyer tout ça très fin, donc pour en faire une sorte de farine. Et cette farine, donc ça c'est la première étape, cette farine on va la faire réagir avec des liants qui sont là, nous, notre cœur de métier d'un point de vue chimie, sciences des matériaux, c'est notre formule secrète. Donc on fait réagir cette matière déchet sous forme de farine avec ces liants-là. On va obtenir à la fin de la réaction une sorte de pâte minérale. Et cette pâte minérale-là, l'idée c'est de la presser très fort, grosso modo, pour obtenir des petits blocs qui seront des granulats. Donc c'est 3 étapes. Réduction, liaison et compression. Et donc là-dedans, il n'y a pas de chauffe. Et c'est quand on conçoit un procédé qu'on veut écologiquement correct, le fait de ne pas avoir de chauffe, c'est assez fondamental, parce que, ou en tout cas de chauffe à très haute température, parce que la chauffe à très haute température, ça implique de brûler souvent du charbon ou ce genre de choses. Donc là, le procédé sans chauffe, ça fait que, certes, on bouffe un peu d'électricité en amont pour broyer, mais si on regarde notre impact à l'échelle, purement carbone à l'échelle globale, c'est très peu impactant. Parce que le mix électrique français, il est très décarboné, pour tout un tas de raisons. Donc, en gros, le procédé lui-même, pour être un peu technique, il séquestre plus de carbone qu'il en émet. Alors, il émet du carbone par la production du liant, par l'électricité, par tout ça, par les transports. Mais il piège aussi du carbone. Pour expliquer ça simplement, vous imaginez, je sais pas, un morceau de bois ou une peau de banane.
à la fin de sa vie, normalement, il est censé se décomposer et retourner, et tout le carbone qui a été capté pendant la vie de la matière organique devrait retourner dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le cycle naturel du carbone. Nous, finalement, ce morceau de bois ou cette peau de banane, il va être minéralisé, et donc tout le carbone qui est présent à l'intérieur, il va être stocké dans un caillou. Et finalement, quand on compare tout le carbone qu'on stocke, et donc qu'on extrait de l'atmosphère, comparé à tout le carbone qui est émis dans l'atmosphère par rapport au procédé, bah, le procédé stocke plus qu'il n'en émet. Et donc ça, c'est un procédé qui est intrinsèquement bénéfique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se compare, nous, quand on fait notre bilan carbone, on se compare à ce que fait l'incinération ou l'enfouissement, qui eux émettent énormément dans l'atmosphère. Mais si on se comparait même juste à nous-mêmes, ou à un scénario où il n'y aurait pas d'incinération, pas d'enfouissement, eh ben, finalement, on viendrait aspirer finalement une partie du carbone de l'atmosphère. Et donc, je pense que ça, c'est ce qui nous permet d'être sûr qu'on est intrinsèquement bon. Et pas juste on est meilleur que les autres, mais nous-mêmes, on serait polluants. Ok, donc en fait, l'idée aussi, en plus, par rapport à l'empreinte et à l'impact positif à la fois du procédé et de la solution que vous proposez, c'est aussi à terme de pouvoir implanter ce fossilisateur au plus près finalement de la présence des déchets qui aujourd'hui sont des déchets non recyclés, enfin non recyclables et non recyclés à ce jour. Oui, parce que la gestion des déchets, un déchet ça voyage mal, ça a une densité très faible, donc ça fait tout de suite beaucoup de volume pour très peu de poids, et du coup ça balade beaucoup de camions pour balader finalement quelques tonnes de déchets. Donc l'idée c'est d'avoir des petites installations qui sont au plus proche des installations de tri ou de production de déchets. Et donc on gagnera sur les transports. Alors en termes d'impact environnemental, finalement les transports, c'est pas si considérable que ça, quand on regarde par rapport à juste le fait de brûler du déchet, ce qui émet beaucoup plus que juste le fait de les transporter. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour dire, on gère le déchet par incinération et enfouissement principalement. C'est ça. Et la solution qui est, on va dire, qui est l'état de l'art, ça reste l'incinération. L'enfouissement a plutôt vocation normalement à disparaître. Mais représente encore la moitié des déchets traités aujourd'hui. C'est 15 millions de tonnes, un peu plus que ça. Donc ouais, le transport, l'intérêt d'être local, c'est aussi d'un point de vue purement économique, de pouvoir s'adresser à des plus petits acteurs, de ne pas être obligé de faire un très gros centre de fossilisation, mais de pouvoir implanter des petits fossilisateurs, on appelle ça, directement sur les petits acteurs qui gèrent leurs déchets. Ça les rend autonomes sur leur gestion et ça évite l'agrégation en monopole, comme ça se fait aujourd'hui dans le secteur. Super, je trouve ça plein d'espoir en fait pour la suite des aventures de l'humanité. Et justement, en termes de phase de développement, on l'a dit, c'est une entreprise qui a été créée en 2019. Donc, il y a eu cette phase d'idéation, de prototypage. Puis là, vous êtes plus dans une phase d'industrialisation. C'est quoi les choix qui s'annoncent justement pour toujours garder ce fil rouge du choix, les choix qui s'annoncent pour Néolith? Il y a une croissance quand même qui est forte, que ce soit dans le développement de l'activité, dans la croissance du nombre de collaborateurs. C'est quoi la suite en fait qui se dessine pour Néolith? La suite, les grands enjeux, je pense, à 2-3 ans, ça va être à quelle vitesse on veut s'internationaliser. Parce qu'on a un marché français qui est déjà énorme à gérer, mais finalement montrer qu'on peut aussi arriver dans des marchés étrangers, alors que ce soit européens, mais aussi dans d'autres pays riches. C'est assez important. Moi, structurellement, je fonctionne par levée de fonds aujourd'hui encore, parce qu'on croît très vite et on n'a quasiment pas de chiffre d'affaires. Donc là, ma dernière levée de fonds en date, c'était 20 millions d'euros. Je devrais en refaire une l'année prochaine, je pense, on va dire, en ordre de grandeur, peut-être dans les 80 millions d'euros. Il faut que je puisse montrer à mes investisseurs que j'ai des possibilités d'aller sur un marché hors France, ce qui est le meilleur moyen d'avoir finalement de toucher le plus possible de clients et d'avoir le meilleur impact. Et d'avoir un impact significatif. C'est ça. Et donc, il y a cette question de quand est-ce qu'il faut sortir de la pseudo-zone de confort qu'on aura réussi à se faire en déployant en France pour aller s'attaquer à de la réglementation étrangère, à tout ce qui implique l'internationalisation. Déjà, à la vitesse où on croit, c'est déjà compliqué d'essayer de ne pas exploser en vol en termes de structure. Là, comme je disais, on est 70 à la fin de l'année, on est en septembre. À la fin de l'année, normalement, on devrait être dans les 120. Donc c'est beaucoup de contraintes d'un coup sur une société, sur une structure. Je dirais que c'est ça. Et puis
Et puis il y a aussi le fait de transitionner, enfin d'aller assez rapidement sur d'autres types de déchets. Aujourd'hui, comme tu disais, on est sur des déchets plutôt industriels. C'est parce que c'est les premiers gisements qui sont les plus faciles à aller chercher. Mais le cœur de marché et le cœur du problème, ça reste les déchets ménagers. Et donc l'idée, c'est d'aller assez vite là-dessus, sans trop perdre non plus de ressources sur notre métier fondamental. Donc c'est toujours ces choix-là, mais c'est les choix de l'entrepreneur à la base. On a besoin d'aller vite, parce que le marché le demande, parce que l'urgence climatique le demande, parce qu'on a aussi envie. Mais on ne peut pas tout faire à la fois, parce qu'on a des ressources toujours un peu limitées. Et puis structurellement, c'est un coût explosé en vol. Même si on avait des ressources financières illimitées, on a une limite de croissance. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à manager. Alors ça, on peut en discuter avec les associés et les directeurs. On en discute aussi, heureusement, avec nos investisseurs et ceux qui connaissent un peu ce métier-là. Mais c'est ça qui est un peu structurant en fait. Et du coup, par rapport à ces choix, parce que j'entends ce contexte d'aller vite, cette croissance qui est rapide et qu'il faut suivre aussi, qu'il faut essayer de structurer au fur et à mesure, tout en ayant des opportunités qui s'amoncellent et avec des choix stratégiques à faire. Est-ce qu'il y a du coup un processus décisionnel que vous avez acté au niveau de Néolith? Ou est-ce que c'est en fonction du sujet qu'un choix se dessine? Comment vous procédez? Comment toi tu procèdes en tant que président aussi pour te dire, oui, on va vite, mais je veux garder une forme de structuration de ce qui est ce qu'on appelle un bon choix, ce que moi je préfère appeler un choix juste, le plus juste possible, quoi. Nous, on a 3 niveaux de décision, on va dire, à mon niveau. On a le comité de direction qui est toutes les semaines, qui fait la revue de la semaine et les choix à prendre ensemble. Donc ça, c'est avec les 5 directeurs de Néolith. On a le comité stratégique, avec là où j'ai intégré pas mal d'investisseurs qui ont tous leur spécialité et qui peuvent apporter finalement leur vision de ce qu'on fait. Donc là, on les consulte finalement sur tout un tas de sujets qui nous permettent et des fois on acte des choix ensemble. Mais c'est plutôt consultatif ça dans les statuts de Néolith. Et puis il y a l'équivalent du conseil d'administration, où là c'est les 3 associés de base et 2 investisseurs, donc on est 5. Et là, on tranche les choix vraiment structurels sur la stratégie globale de l'entreprise, sur les grosses décisions d'investissement, tout ça. Donc on a structuré ça, mais c'est assez nouveau parce que finalement, il y a 6 mois, on n'avait pas ces organes-là. On était encore à aller prendre un verre et puis à essayer de trancher ça. À peine quand même, mais bon, là, la structure, la taille, la croissance finalement de l'entreprise et la taille qu'on essaie d'obtenir nous demande d'avoir des process un peu plus structurés pour décider. On ne peut plus juste décider avec des informations partielles, parce que maintenant on a des informations partielles. En tant que directeur, avant on avait toutes les informations, parce qu'on pouvait voir tout le monde tout le temps. Là, on travaille, si on fait ça comme ça, on va avoir des informations partielles. Alors que si on structure les process de décision, on sait qu'on va pouvoir appeler la remontée d'informations et puis pour décider à un instant T avec l'état des connaissances globales. Et tu as utilisé une expression que je trouve intéressante et qui parle à beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants, je pense qu'ils sont notamment sur des phases de forte croissance, c'est cet enjeu de ne pas exploser en vol, que ce soit la structure, mais aussi, et moi j'aime bien le rappeler toujours, c'est aussi le premier capital immatériel des entreprises, c'est aussi les dirigeants. C'est-à-dire, comment est-ce que toi aussi tu t'assures, dans une dynamique de forte croissance, depuis 2019 j'imagine que tu es très mobilisé, tout comme tes associés et puis tes collaborateurs bien sûr. Comment toi, tu te préserves? Est-ce que c'est un choix que tu as fait d'emblée de te dire j'ai besoin de garder ma capacité à prendre de la hauteur, avoir une certaine capacité de recul pour justement garder une fraîcheur et une capacité de prise de décision qui soit la plus fiable possible. Comment tu procèdes en fait pour prendre soin de toi? L'idée, c'est entre nous, avec les autres directeurs, c'est qu'on arrive à avoir un œil, on va dire, éclairé sur ce que fait l'autre à côté de nous. Et notamment, on va dire que le point fondamental, c'est de réussir à déléguer assez rapidement une partie de nos activités. À chaque fois, nous, le métier, il grandit en termes de ce qu'on doit faire avec le nombre de personnes et puis la taille de l'entreprise. Et du coup, il faut pouvoir de temps en temps se délester d'une partie en recrutant quelqu'un qui va faire ce boulot-là.
Et c'est vraiment, je pense que c'est le point fondamental, c'est que si on surveille pas ça, si on surveille pas ça bien, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre trop de boulot finalement sur lui, parce qu'il n'a pas réussi à déléguer à quelqu'un, à un gars qui l'aurait recruté, bah, ce directeur-là, il va commencer à faire n'importe quoi et il va exploser en vol. Et donc, c'est là où il faut être vigilant sur le fait de dire, bah, là, grosso modo, tu bosses trop, tu devrais te prendre un assistant, tu devrais te prendre un directeur adjoint sur tel sujet. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ne pas être tout seul, c'est qu'on arrive à avoir ce regard-là sur les autres, beaucoup plus que que sur soi-même. Et donc, on a toujours réussi à peu près à bien gérer ça. Et de toute façon, on le voit parce qu'il commence à y avoir des conflits entre les directeurs à partir du moment où il y en a quelques-uns qui sont en surchauffe. Et donc, quand on le voit bien, quand il y a de la surchauffe, il faut qu'on se remette beaucoup plus à discuter entre nous et qu'on fasse un peu l'état des lieux de qui surchauffe et pourquoi. Et du coup, essayer d'apporter les correctifs. Même dans nos relations entre nous, ça crée... Enfin, il y a un niveau de tension qui est forcément plus élevé que si on était en régime de croisière, parce qu'on est sollicité sur plein de choses, parce qu'il y a des enjeux. Et donc, finalement, dès qu'il y a un des directeurs qui n'est pas forcément à l'aise sur sa position, ça cristallise un peu ces tensions-là. Donc, il faut pouvoir faire redescendre tout ça rapidement, être très, très raisonnable, on va dire, et raisonner sur la façon d'analyser le sujet. Pas juste se dire, c'est juste que lui, en gros, il me casse les couilles, donc... mais c'est parce que c'est un sale con, quoi. Mais non, mais se dire, bah, s'il est comme ça, c'est parce que structurellement, là, dans son taf, il est pas bien équipé. Et donc, essayer de réfléchir et puis de trouver les solutions. D'aller à la source et pas rester en fait, à l'élément, l'indicateur visible en surface d'un dysfonctionnement, quoi. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est fait, typiquement avec les 5 directeurs, on sait qu'on marche bien ensemble. Et donc, a priori, sauf à ce qu'il y en ait un qui change totalement de comportement, la situation initiale, c'est il n'y aura pas de grosses tensions entre nous par défaut. Donc s'il y a des tensions à un moment, c'est que il y a quelque chose qui a changé dans le statu quo. Et c'est souvent du coup la charge de travail de quelqu'un qui diffère. Donc depuis 2019, qui a été l'année de lancement de Néolith, où tu étais encore étudiant en fait à ce moment-là, et la personne que tu es aujourd'hui, tu as 26 ans, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui te surprend le plus quand tu regardes le chemin parcouru, que ce soit vraiment la surprise totale ou ce qui te rend le plus fier du chemin qui a été parcouru jusque-là? À propos de quoi? Je sais pas, de Néolith, de la manière dont les choses se mettent en œuvre, ou ce qui a de la valeur pour toi en fait. Moi, au niveau personnel, la plus grosse différence que j'observe sur moi-même, c'est ma capacité à pouvoir discuter sans stresser. Quand je parle devant plein de gens, quand je parle devant des gens plutôt importants, des gros investisseurs, des personnalités, des machins. Ça, il y a 3 ans, c'était un enfer pour moi. Mais mon métier m'a demandé à ce que finalement ça se passe bien. Donc, avec l'expérience, avec l'entraînement assez intensif, on arrive finalement à la fin à être complètement décomplexé là-dessus. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du théâtre. Au début, ça doit être l'enfer, et puis à la fin, ça devient très naturel de parler. Donc, je dirais que c'est la plus grosse modification que j'ai eue, celle que je constate moi le plus. Et après, sur Néolith, ce qui est toujours assez drôle, c'est la perception des gens de ce qu'on fait. Parce que finalement, dans un espace de temps réduit, en 2019, on était 3. On a expliqué qu'on allait changer le système de traitement de déchets. Il y en a qui trouvaient ça sympa, il y en a qui trouvaient ça marrant, et puis il y en a plein qui, grosso modo, ils croyaient pas des masses. Et ce qui est assez drôle, c'est j'ai senti qu'il y a un déclic à peu près quand on a passé la barre des, on va dire, 50 salariés. Parce que dans la tête, 50 salariés, ça fait une boîte qui commence à être assez... quand on est par chez nous, 50 salariés, c'est une boîte assez importante. Et donc, je me dis, là, le regard des gens a changé. Néolith, c'est pas juste un truc un peu fumeux porté par 3 gars. Ça devient une vraie boîte avec une crédibilité et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment cette différence de perception. Nous, on n'a pas spécialement changé, je pense, avec les directeurs là-dessus, mais on est perçu très différemment par rapport à il y a 3 ans. Et d'autant plus différemment, je pense que finalement 3 ans, c'est assez court.
Finalement, on s'est embauché. Nous, on s'est même pas embauché il y a 3 ans parce qu'on était encore étudiants. Mais on s'est embauché en début 2020. Donc, on a commencé vraiment à bosser début 2020. Et là, on est 2 ans et demi après. Et on a construit, voilà, on a nos bâtiments, on a tout un tas de salariés. Et du coup, les gens qui nous ont vus il y a encore 1 an, la dernière fois qu'ils nous ont vus, c'est il y a 1 an et demi, ils comprennent pas vraiment la vitesse où ça va. Et donc, moi, c'est ce qui m'amuse le plus dans l'évolution qu'on a, c'est vraiment cette capacité à aller assez vite pour que tout le monde constate que ça avance bien. C'est parce que sinon, c'est le risque. C'est la start-up qui, quand on va la revoir 1 an après, finalement, elle n'a pas trop bougé. Et 1 an après, elle a un peu bougé, mais pas non plus beaucoup. Et ça, c'est pas des très bons signaux pour tout le monde. Et alors que là, on a toujours des signaux de waouh, ça va vite quand même. Ça va vite et de manière structurée, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire qu'il y a quand même la logique du pas à pas, de structurer petit à petit et de s'assurer que le château a une base bien solide et qu'on construit une tour qui... Ouais, bah après ça, on saura vraiment si on a construit une vraie base solide Enfin, on saura si on n'a pas construit une base solide que si ça se pète un peu la gueule. Bien sûr, mais en tout cas, l'intention qui est posée de manière consciente dès le départ, c'est de s'assurer que les choses se construisent avec pragmatisme, pas de manière hors sol, c'est-à-dire pas hors sol des réalités, pas hors sol de l'existant, comme tu disais, et des forces en présence, des acteurs en présence. Donc il y a quand même un tissage et des ramifications qui se font, qui contribuent à structurer à la manière des arbres qui sont liés les uns aux autres. Il y a quelque chose qui se ramifie de manière fertile et vertueuse quand même. Ouais, et un des points qui me semble important quand on structure comme ça, c'est de ne pas mettre les salariés en surchauffe non plus. Parce que quand même le modèle start-up implique des objectifs très courts avec une pression assez forte du fait de ces objectifs, un budget limité. Parce qu'on perd de l'argent, donc tout l'argent qu'on perd, finalement, c'est de la durée de vie en moins. Quand on fait des levées de fonds, on fait une levée de fonds de 20 millions, on sait qu'on en a pour tant de mois avant de mourir, quoi, ou de refaire une levée de fonds. Et donc, si on n'a pas obtenu les objectifs intermédiaires qui nous permettent de refaire une levée de fonds, bah, c'est la fin. Donc, il ne faut pas dépenser trop d'argent, Et donc, tout ça, naturellement, la structure devrait mettre une pression assez forte sur les salariés. Et nous, tout ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est de ne pas avoir des salariés en surchauffe de travail non plus. Et c'est pour ça aussi qu'on recrute pas mal. C'est qu'on applique le même raisonnement que sur nous-mêmes. Si on est en surchauffe un moment, on sait ça va pas durer. Et donc, il vaut mieux qu'on se dédouble et qu'on recrute quelqu'un pour bosser avec nous qu'on assume le travail et qu'on bosse 16 heures par jour. Et pour tous les salariés, c'est ce qu'on essaie aussi de faire pour que finalement, cette croissance se fasse assez bien et qu'il n'y ait pas tout le monde en tension tout le temps. Pas dans la douleur, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt de manière durable. Parce que si on n'a aucune considération sociale pour les gens et qu'on est un salaud de financier, il y a quand même un intérêt fondamental à pas que les gens partent, c'est que si on construit une néolithe et au bout de 3 ans, toute la première génération qui était là, il y a un turnover monstrueux, bah, on va reperdre du temps à ce que tout le monde se réapproprie le projet. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est culturellement dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a toujours cette vision de l'entrepreneur qui bosse 20 heures par jour, machin truc. Et des salariés, pareil, qui dorment au boulot, machin. Surtout dans l'univers start-up. C'est ça. Et mais je suis vraiment pas sûr que ça soit une façon optimale de gérer sa boîte. Et donc, nous, on est plutôt à essayer de ne pas faire ça et d'avoir que les gens aient leur train de vie et leur confort usuel, quoi. Donc c'est allier, ce que j'entends, c'est allier l'audace et la prudence avec comme liant le pragmatisme en fait, d'observer les phénomènes, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qu'on observe et à partir de là on réajuste au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait et ça se trouve je vais apprendre demain qu'il y en a un qui est en train de surchauffer, mais en tout cas c'est l'esprit dans lequel on veut être. On n'est pas dans l'esprit bosser tous comme des fous et puis à la fin vous serez récompensés. Oui, la cerise sur le gâteau au bout de la course, quoi. C'est ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est l'importance du bon sens aussi dans la manière dont les choses se construisent. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est très loin de l'image effectivement de la start-up classique, qui souvent d'ailleurs est assez associée à Paris, hein, quand même, en France en tout cas. Et là, on est dans les locaux, c'est une start-up mais ligérienne. Donc, ce que je trouve assez génial, c'est cette façon que vous avez de faire à votre façon finalement.
Alors effectivement, quand le regard se porte vers l'extérieur ou que l'extérieur porte le regard sur vous, on voit que c'est pas comme partout, pas comme d'habitude, mais j'entends pas le souhait au départ de faire forcément différent des autres, mais avec l'envie de faire les choses de manière la plus cohérente possible, avec le plus de pragmatisme, de bon sens, et ancré à la fois sur un territoire, mais dans une réalité, quoi. Ouais, mais ça, je pense que ça découle aussi naturellement plutôt de mon père, qui est... Alors, il voudrait surtout pas qu'on appelle ça le bon sens paysan, parce que c'est pas quelque chose qu'il considère en très haute estime, mais plutôt le pragmatisme de l'artisan, quoi. Ça sert à rien d'essayer de monter dans les tours et de se faire des grandes théories. La réalité, c'est que une entreprise, ça reste une entreprise. Enfin, même si c'est une start-up et que ça a une très grosse croissance, il faut que les gens s'y sentent bien. Il y a tout un tas de bases qu'il faut avoir. Et lui, il apporte aussi cet esprit-là dans la boîte. Nous, on est plus théorique à la base. On est des ingénieurs qui n'ont pas d'expérience professionnelle. C'est lui qui a soufflé un peu ce truc-là. Et ce qu'il ne faut pas non plus, c'est qu'il y ait trop d'esprit artisan, parce que moi, pour avoir bossé un peu avec lui sur ces chantiers, l'esprit chantier, c'est pas le bon esprit pour faire une vraie industrie. C'est un esprit de la démerde, mais on fait pas de la démerde à 120. C'est ça. Il y a besoin à un moment donné de structurer, comme le fameux week-end où Clément est arrivé à proposer de faire un tableau. Et tu disais, c'est une start-up ligérienne, donc qui est à sa sauce, mais là où je voudrais insister, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris et qu'on n'est pas dans les codes de la tech traditionnelle que on peut pas avoir les ressources, on peut pas avoir le financement. Bien sûr. J'avais eu la remarque par un banquier à un moment lors d'un comité où on disait qu'on allait faire une levée de fonds ça devait être la deuxième levée de fonds, donc de 2,5 millions. Donc moi j'ai annoncé ça sans trop de fébrile, parce que je pensais j'étais assez convaincu qu'on allait le faire. Et le banquier il me regardait en me disant mais vous cherchez 2,5 millions, mais vous êtes en Anjou les gars, quoi, grosso modo. Réveillez-vous. Pour trouver beaucoup d'argent comme ça en Anjou, ça se fait pas. Mais il avait pas compris, mais moi mes investisseurs je vais pas forcément les chercher à Chalonnes. Pas parce qu'on est basé en Anjou et qu'on fait toute notre vie en Anjou qu'on peut pas aller chercher de l'argent partout. Et donc, il n'y a pas structurellement de points faibles à être ici. Bien sûr. On a accès au même réseau parisien. Juste, on ne paye pas les gens. Les gens n'ont pas le train de vie de Paris, donc il n'y a pas les mêmes salaires parisiens pour avoir un train de vie équivalent. On ne paye pas nos locaux le même prix. On est beaucoup plus considéré par les élus locaux. Et puis on a nous-mêmes un cadre de vie qui est super, quoi. Et vous êtes beaucoup plus visible en plus, forcément, vous tirez votre épingle du jeu. C'est ça. Donc je vois pas on peut bénéficier de tout ce que peut apporter Paris sans avoir les contraintes. Donc je vois pas l'intérêt de vouloir à tout prix, surtout quand on fait de l'industrie, vouloir à tout prix se projeter en région parisienne. Super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à Néolith pour les prochains mois ? C'est de réussir le passage à la réalité. Et là, on arrive dans la réalité commerciale. On va installer un premier fossilisateur commercial d'ici la fin de l'année. On va en installer pas mal l'année prochaine. On sait qu'on va avoir des problèmes, parce que l'industrie en prototype, ça a toujours des problèmes. L'idée, c'est de réussir à pouvoir apporter finalement... c'est pas parce que mon fossilisateur il a des problèmes qu'il faut que je considère que ce soit normal. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir apporter un niveau de service après-vente et de maintenance et de qualité très élevé. Parce que c'est là qu'on va faire finalement notre réputation de jeune industriel. Aujourd'hui, on a annoncé beaucoup de choses. Maintenant, les gens, ils attendent à ce qu'on délivre. Et en fonction de la qualité de ce qu'on va délivrer, ils vont nous juger pour les 5 prochaines années. Donc là, il faut qu'on arrive finalement à apporter ce gros niveau de qualité. Et je dirais que c'est ça le plus fondamental là, dans les 6 prochains mois. Et le choix du coup le plus judicieux à ce jour qui te paraîtrait important à faire par rapport à cet enjeu-là de valider finalement l'image de Néolith qui s'est construite jusqu'à présent dans l'esprit des personnes qui vous observent ? Je dirais que le choix le plus important à ce moment-là, c'est le choix des premiers clients. Parce que si les premiers clients ils sont pas dans l'esprit du démarrage et d'entrepreneur, ça peut pas le faire. Ils vont attendre pour le coup un niveau de qualité comme si on était
un très grand industriel, genre un Saint-Gobain qui sait faire des choses depuis 400 ans. Sauf qu'on n'en est pas là. Donc il faut quand même des gens avec nous qui soient très entrepreneurs, qui comprennent notre façon de réfléchir, qui soient très bienveillants. Et qui ont envie d'être partie prenante dans le processus d'itération. C'est ça, qui veulent apporter leur pierre. Et donc, je pense que là, on a bien choisi nos premiers clients. On en est très contents. C'est des très bons partenaires. Et donc, je dirais que c'est à notre moment, là, au moment clé, à cette phase-là, le plus important, c'est ce choix-là. Parce que si on prend un client qui n'est pas du tout investi et qui veut juste son produit, on est sûr que ça ne va pas marcher, quoi. Il ne va pas faire l'effort, lui, de son côté, de faire que ça marche bien. Il va tout de suite décrédibiliser la boîte parce que ça ne marchera pas comme il s'était imaginé. Voilà, cette réputation d'industriel, elle se fait en pas longtemps et après elle reste. Donc c'est vraiment le moment où il faut. C'est un moment charnière. En fait. C'est ça. Super. Merci beaucoup pour ton temps, Nicolas, puis longue vie à Néolith. J'espère bien. Merci. Merci. Un grand merci à Nicolas pour sa confiance et ses partages. Pour en savoir plus sur l'aventure de Néolith, direction le site néolith.fr. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en imprégner ? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Je vous invite à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site oriansavoureluca.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Si vous voulez postuler à l'éclairage d'Avez-vous choisi, direction la page podcast de mon site. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?